Deuil et transformation, c'est le titre de cet enregistrement qui est produit lors du mois de septembre de l'année 2023. Donc, le deuil est associé à la perte de quelque chose qui est vécu par l'ego. Et le deuil va amener une transformation de l'ego inévitablement dans la perspective que si l'ego était attaché à un individu, prenons par exemple la perte d'un être cher, et que la personne décède, l'ego est obligé de se transformer parce que l'être cher auquel il donnait de l'importance, auquel il est attaché, n'est plus là. Donc, il doit modifier son rapport avec la réalité. Donc, le deuil amène une réinvention de soi. Donc, le deuil, c'est un sujet que les êtres humains sont confrontés à mesure que les années passent. Les deuils, on peut en vivre plusieurs. Il y a des deuils qui sont plus difficiles à d'autres que d'autres de vivre. Mais le deuil, c'est en relation avec un phénomène de réflexion. C'est-à-dire que tant que l'ego donne de l'importance à un individu, et par rapport à sa définition subjective, par rapport à ce que l'autre peut lui apporter, ben c'est sûr que c'est ça qui va l'amener à connaître une souffrance, une forme de tristesse liée à sa perte. Alors que si l'individu est dans l'instantanéité puis il ne vit pas en lien avec des attachements qui le lient à du mémoriel, à un passé qui implique des individus, à ce moment-là, la transformation de l'ego suite à la perte d'un être cher se fait plus vite. En fait, le processus d'intégration du deuil est propre à chacun. Quelqu'un peut perdre un être cher qui était significatif pour lui, par rapport auquel il y avait un attachement émotionnel significatif, peut vivre un deuil pendant 1 an, un autre c'est 6 mois, un autre c'est 3 mois. Et le deuil, l'intégration de la perte, dans certains cas, peut être instantanée. Si l'individu est en contact avec l'esprit dans une conscience multidimensionnelle, mais l'individu peut vivre aussi une conscience qui fluctue dans le temps, dans le sens que quand la personne est en contact avec l'esprit, il est dans l'intégration, il est dans l'acceptation de l'événement, mais moindrement que l'individu est confronté à de la pensée réflexive, qui est liée à du mémoriel, ben la personne peut vibrer émotivement. La personne peut faire le yo-yo, c'est-à-dire passer d'un état d'alternance, d'alignement avec son esprit, puis alignement avec de l'énergie astrale, des souvenirs, du mémoriel, qui l'amène dans une dynamique de la réflexion, qui le fait regretter le passé. Donc, on peut avoir la nostalgie d'un passé qui implique différentes personnes. Et ça peut amener une souffrance. La souffrance est dans le fait de ne pas accepter ce qui est. Et ce qui est difficile par rapport à vivre un deuil, c'est que si la personne par rapport auquel on vit un deuil était très significative pour soi, on lui donnait beaucoup d'importance, bien à ce moment-là, le deuil va être inversement proportionnel. Et c'est sûr que par rapport à ça, l'intégration par la suite va se faire petit à petit en fonction de l'ego. Donc, pour faciliter l'intégration du deuil, il faut que l'ego soit disponible à s'ouvrir à de la nouveauté, à souvenir une réinvention de lui-même, à du changement. Je pose la question à l'esprit, pourquoi que le deuil est si pénible à vivre pour plusieurs personnes? C'est que les gens ont tendance à être en réaction par rapport au deuil, dans la non-acceptation de ce qui est, à résister à ce qui est, à être dans le désir que la réalité soit autre qu'elle soit. Tant que l'ego vibre à du désir, à ce moment-là, il devient en déphasage avec le réel de ce qui est. Pour accepter le deuil, il faut accepter ce qui est. Il ne faut pas être en mode déni, mécanisme de défense psychologique. Plus l'individu se conscientise, plus à ce moment-là, ça devient facile pour lui, à mesure que son taux vibratoire se lève, de bénéficier d'une situation de deuil comme expérience transformatrice dans sa vie, qui va être un tremplin évolutif pour se redéfinir créativement autrement, en l'absence d'une autre personne. Et comme la nature a horreur du vide, puis l'intelligence créative qu'il peut capter, l'espace qu'un individu a parce qu'il est plus rattaché à un autre, c'est une occasion de faire autre chose. L'esprit va mettre l'individu en mouvement. L'esprit ne gardera pas l'individu dans un état dépressif suite à un deuil. Si l'individu
est disponible à l'écoute de sa voix interne, qui va le propulser dans une expression créative de lui-même, à faire autre chose, se redéfinir, tisser des liens avec des nouvelles personnes. Mais ce que l'ego doit comprendre, c'est que chacun des liens dans une existence est temporaire. C'est, dans le fond, quelque chose d'éphémère. L'ego doit apprendre à composer avec la dimension éphémère du réel déployé sur le plan physique. Donc, chaque moment qui est vécu sur le plan physique est unique. Chaque individu qui a existé aussi, donc sur le plan manifeste. Et c'est l'unicité de chaque personne qui en donne l'importance ou la valeur ou la rareté. L'esprit ne peut pas vivre le deuil à la place de l'ego. L'ego, il y a une dimension qu'il doit intégrer. L'esprit peut donner un éclairage sur l'intelligence d'accepter ce qui est. L'esprit peut donner des idées créatives à l'ego pour se redynamiser suite à un deuil, pour sortir de l'inertie, d'un état de tristesse, d'un état de dépression qui peut être relatif. Tant que l'esprit permet à l'ego d'exister sur le plan physique, à ce moment-là, l'esprit va amener à l'ego, s'il existe toujours sur le plan physique, des idées créatives pour l'amener dans une direction. Parce que tant qu'un ego existe sur le plan physique, il y a une fonction en relation avec l'expression de formes d'énergie, de dynamisation aussi du plan physique, puis d'expression de l'esprit. L'esprit, de son point de vue, il n'y a aucun problème pour le phénomène du deuil. Il y a une conscience des faits que les éléments sur le plan physique existent d'une manière temporaire. Puis c'est la même chose par rapport à l'ego. Donc, d'une perspective impersonnelle, si la personne se trouve dans cette perspective, la personne, au moment où elle vit ça, elle ne souffre pas du deuil sur le plan psychologique, car elle ne se situe pas à ce moment dans une conscience psychologique. Mais le défi pour la personne, c'est de rester dans une conscience impersonnelle. C'est tellement facile pour l'ego de se récupérer par des phénomènes de réflexion. L'ego, à tout moment, est bombardé par des pensées et sa capacité de triompher des pensées réflexives ou de l'hameçonnage psychique qui veut l'amener dans un état de tristesse, dans un état d'impuissance par rapport à la perte d'être cher ou de certaines situations irréversibles, ben c'est sa capacité de, par rapport à tout ça, d'être associé, affilié psychiquement à la conscience de l'esprit qui est au-delà de tout ça parce que l'esprit pulse à une réalité absolue qui est par-delà le temps et l'espace, à la différence de l'ego qui a composé avec la dimension phénoménale de l'existence déployée sur le plan physique. Mais que l'ego, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va être confronté à des deuils de son existence, ça fait partie de la vie. Ça vient avec l'existence de l'ego sur le plan physique. Donc, si l'ego gagne des capacités, comme par exemple le jeune enfant qui apprend, qui rampe et qui apprend à marcher, ben, ce qui arrive, c'est que si l'ego vieillit, à un moment donné, il peut en perdre. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se ramassent à un moment donné avec une canne, si la condition des jambes se dégrade avec une marchette, puis éventuellement en chaise roulante, en vieillissant. Donc, quand l'ego se développe de l'enfance jusqu'à l'âge de la maturité, il fait des gains de capacité, mais éventuellement, il peut connaître des pertes en lien avec le déclin des capacités physiques, déclin des capacités cognitives associées à la dimension physique qui est ponctuelle. Au niveau de l'échelle du cosmos, là, un ego qui va se déployer à travers un corps physique pendant environ 80 ans, si on part du principe que l'univers physique manifeste a un peu plus de 13 milliards d'années, bon, ben c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est très éphémère là, comme situation à l'échelle cosmique. Donc, tout ça pour dire que chaque moment est unique et à chaque moment, on doit faire le deuil du moment passé, donc l'accepter. Mais en même temps, il y a d'autres moments qui apparaissent. Et il y a une fluctuation des formes du manifeste. Et l'ego qui se développe en intelligence, qui s'affilie psychiquement avec le plan de l'esprit,
A réalisé et accepté la dimension manifeste du plan physique qui est fluctuante et que la vie est la fluctuation, car la vie n'est pas dans la stagnation. Pourquoi j'aborde le phénomène du deuil dans le cadre de cet enregistrement, c'est que moi, en tant qu'égo, récemment, j'ai connu le deuil de ma grand-mère. Donc, c'est une grand-mère par rapport à laquelle j'étais particulièrement proche. Dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de jeux avec elle. Elle a participé à mon développement. Elle m'a accompagné à faire des dessins. Donc, elle m'a consacré beaucoup de temps. Elle m'a accompagné dans le développement de mes capacités, entre autres d'expression artistique. Et je suis très reconnaissant par rapport à ça. Par contre, le deuil que j'ai vécu en lien avec elle, bon, j'étais un petit peu contrarié parce qu'elle est décédée à 99 ans et 10 mois et j'aurais aimé qu'elle se rende à 100 ans. Ça, c'est mon caprice. Sa mère, donc mon arrière-grand-mère, elle s'était rendue à 99 ans et 11 mois et quelques jours. Elle ne s'était pas rendue à 100 ans. Et ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'on lui avait posé la question, voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Et elle avait répondu que 100 ans, elle trouvait ça vieux. Fait que peut-être en tant qu'égo, elle n'avait pas le goût de se rendre là. L'individu a une certaine volonté qui va agir sur sa réalité physique. D'où le fait que dans le domaine de la science, même conventionnelle ou cartésienne, on reconnaît l'existence de l'effet placebo. Donc l'effet de la volonté, de la pensée de l'individu qui a un impact sur le plan physique. Et en lien avec ça, j'ai l'impression que la conscience peut moduler, un peu comme dans le domaine de l'épigénique, l'expression du corps biologique. Et dans le cas de ma grand-mère, donc la fille de mon arrière-grand-mère, eh bien, on y avait déjà posé la question et j'étais là, dans le cadre d'une discussion familiale. Voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Puis elle dit, 100 ans, c'est vieux. Donc, j'avais plus ou moins l'impression que ça y tentait. Mais bon, dans son cas, elle est morte à 99 ans et 10 mois. En tant qu'égo, j'aurais aimé qu'elle vive plus longtemps que sa mère, mais bon, c'est pas arrivé. Puis de toute façon, honnêtement, c'est de l'ordre du désir subjectif de ma personne. Là, honnêtement, là, c'est pas quelque chose de fondamental. J'ai accepté son décès, mais comme c'était prévisible qu'elle décède parce qu'au moment qu'elle est morte, elle était déjà malade, le deuil suite à sa mort il y a quelques jours est plus facile pour moi à intégrer que celui de Marc de la Salle. Donc, c'est un individu que j'ai interviewé à plusieurs reprises sur ma chaîne de diffusion web de YouTube. Là. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne, vous allez pouvoir retrouver de nombreuses entrevues que j'ai fait avec lui, donc de l'année 2011 jusqu'au moment de son décès en 2020. Marc de la Salle a été quelqu'un qui a écrit de nombreux livres qui sont disponibles là, sur le web. Il a donné de nombreuses conférences aussi. Donc, il y a plein de matériel là, par rapport à lui présentement là, qui est accessible là, sur Internet. Je mettrai les coordonnées là, pour les nouvelles personnes qui ont pu découvrir là, ma chaîne dans les dernières semaines, les derniers mois là, par rapport à Marc de la Salle en bas de l'enregistrement. Donc, si vous avez envie de le découvrir, advenant que ce n'est pas encore fait, étant donné que ça a été un conférencier que j'ai apprécié, là, interviewé sur plusieurs années là, en particulier. En fait, je l'ai interviewé là, pendant environ 9 ans, où on a abordé ensemble plein de sujets. Donc, le deuil par rapport à lui, différence de ma grand-mère, a été et est encore plus difficile, dans le sens que quand il est décédé en 2020, donc ce conférencier qui visait à diffuser de la conscience supramentale, eh bien, j'ai, dans le fond, vécu une forme de choc. Je ne m'attendais pas de recevoir un téléphone là, où ce qu'on me disait là, qui est mort. Là, il y avait un accident de vélo important. Donc, c'était imprévisible à un certain niveau. Là, je vais apporter des subtilités, là. Tandis que ma grand-mère, c'était prévisible. Là. Tu sais, ça faisait plusieurs journées qu'on m'a dit qu'elle était atteinte là, du fameux virus qu'on parle qu'il y a eu une pandémie là, qui aurait commencé là, donc quelques années, puis qui aurait donné place à des confinements en 2020. Là.
Donc là, tu sais, ça faisait plusieurs jours qu'elle était malade, et très âgée, elle était atteinte du cancer du poumon. C'était prévisible. Donc quand j'ai appris qu'elle était morte, compte tenu sachant ses antécédents aussi, sachant qu'à quelque part, bon, elle était avancée en âge, je n'étais pas surpris. Pour ce qui est de Marc de la Salle, il est mort à l'âge de 56 ans. Et la dernière fois que je l'avais vu en personne, il était en pleine forme. C'était un gars qui faisait beaucoup de vélo. Puis il s'entraînait aussi là, physiquement là, à un certain niveau. Donc d'apprendre lors du mois d'août, ça fait presque 3 ans, en fait un peu plus de 3 ans. Là on est au mois de septembre 2023, mais c'est au mois d'août 2020 qui est décédé. Ça m'a fait quelque chose. Mais en même temps, ça c'est intéressant à aborder, c'est que sur le plan de mon ego, ça m'a fait quelque chose, mais je vous dirais qu'il y a un concours de circonstances, qu'il y avait probablement une dimension de lui-même sur le plan de l'esprit qui savait qu'à quelque part, sa vie prenait fin bientôt, dans le sens que je vous explique. C'est quelques jours avant qu'il meure, eh bien, il était supposé, là, dans le fond, je vais parler par rapport à moi, là, c'est-à-dire que quelques jours avant qu'il meure, ce qui a été curieux, c'est que j'avais enregistré avec lui une conférence au mois d'août. Et quand que j'avais enregistré, j'avais dit que c'était, dans le fond, qu'après ça, j'avais eu un échange avec lui, comme de quoi qu'après ça, je ne ferais plus de conférence d'enregistrement. Là, je voulais arrêter. Et le thème de la conférence portait aussi sur la fin d'une forme. Et le mouvement, j'ai l'impression que j'ai été manipulé au niveau de l'esprit pour lui dire que je voulais arrêter de faire des enregistrements avec lui, puis de la diffusion web. Puis c'était réel. J'avais eu cette impulsion-là à ce moment-là. Donc, de compléter un cycle de diffusion avec lui. Et au niveau de son couple, il était prévu que la relation qu'il avait avec sa compagne se termine au mois de septembre, puis que, bon, ils ne vivraient plus ensemble à partir de ce moment-là. Tu sais, qui seraient séparés, là, qui vivraient à deux endroits distincts. Donc, il y avait une entente qui avait été prise par rapport à ça, là, de ce que j'ai compris. Donc, il y avait comme deux fins au niveau du travail, au niveau relationnel. Donc, c'était comme s'il y avait une partie de lui-même qui savait que ça allait prendre fin. Par rapport à ces deux événements-là significatifs, mais en même temps, lui, en tant qu'individu, il ne m'a pas annoncé là, quelques jours avant qu'il meure qu'il allait mourir. Là. Donc, c'était pas un sujet qui avait été abordé. Là. C'est ça. Mais là, je voulais aborder mon deuil après avoir fait des considérations tantôt un peu plus impersonnelles sur le phénomène du deuil. C'est que le deuil par rapport à Marc Lassalle, vu que c'est un deuil subi, à la différence du deuil de ma grand-mère qui était prévisible, il est plus difficile. Puis des fois, je repense à lui. Je remets à réfléchir à lui parce que je trouve que c'était injuste sa vie. Bon, c'est mon ego qui réfléchit dans le sens que c'est beaucoup dévoué à faire de la diffusion de la conscience supramentale, notamment à travers les nombreux enregistrements qu'il a rendus disponibles sur Internet. Et de son vivant, il n'y a pas eu, à mon avis, à la hauteur de sa capacité de diffusion, un retour en proportion. Au niveau financier, je veux dire, il n'y a pas eu des salles avec des milliers d'auditeurs ou de gens qui étaient présents. Là, et puis les livres, bien, ça se vend difficilement là, en lien avec la conscience. Et ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il a lâché son emploi. Il travaillait comme enseignant depuis plusieurs années. Donc, souvent, dans le domaine de l'enseignement, ça peut prendre plusieurs années avant d'obtenir un poste à temps plein. Donc, il y avait un poste à temps plein quelque part. Il a tout arrêté ça. C'était à l'âge de 49 ans. Dans le fond, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il lâchait tout parce qu'il n'y avait plus la vibration de faire ça pour se consacrer à l'écriture de livres, de lire des conférenciers, donc d'avoir un volet communicateur dans sa vie. Et ce qui est arrivé par rapport à lui, c'est que les plans, entre guillemets, de la lumière, de ce que j'ai perçu, l'ont mis en vibration pour qu'il diffuse de l'information, mais
n'ont pas créé de circonstances ou d'événements qui lui a permis d'en vivre décemment, là. Et en observant son existence, je reste encore... Ça fait 3 ans qu'il est mort, là. Je me suis dit, à un moment donné, je vais intégrer puis je vais passer à autre chose. Mais je reste avec un goût amer. Et puis le principe qu'enseignait Bernard de Montréal, qu'il ne faut pas croire, là, qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de soi, donc avoir un esprit sceptique, un esprit de contestation est fondamental parce que il a lâché un emploi qui était quand même très qui était rémunérateur, pardon, on s'entend. Là, quelqu'un qui travaille comme enseignant, il va gagner plus cher que s'il travaille comme commis d'épicerie ou s'il fait un emploi non spécialisé comme journalier en entreprise de production industrielle ou s'il est serveur dans un restaurant. Donc, mais c'est ça, il a arrêté ça, puis par la suite, il n'y a pas eu d'augmentation. Tu sais, les livres qu'il écrivait ne se sont pas mis à se vendre. Il n'y a pas plus de personnes qui assistaient à ses conférences. Et tout ce qu'il a vécu, puis ce que j'ai observé, parce qu'à travers les autres, on peut faire ce qu'on appelle, sur le plan technique, des apprentissages vicariants. Donc, observer à travers autrui, dans le sens que si on voit quelqu'un, par exemple, qui se met la main sur le rond de poêle alors que le four est en train de chauffer, puis il se brûle la main, si on le voit à TV puis on est capable de faire l'apprentissage vicarien, ben on comprend que c'est pas intelligent de se mettre la main sur le rond de poêle alors que le four est en train de chauffer. Donc on n'a pas besoin de se mettre la main sur le rond de poêle en train de chauffer pour comprendre que ça risque de faire mal. Donc bref, de lâcher son travail pour se consacrer au plan, alors qu'il n'y avait pas d'augmentation significative de la demande là, par rapport à ses livres, les conférences qu'il mettait en vente, par rapport aussi à la quantité de son auditoire qui se présentait aux conférences. Donc pour moi, quand je regardais son mouvement, lui, il m'a souvent critiqué, puis bon, je peux le comprendre, puis c'est correct aussi. Tu sais, dans un sens, oui, j'ai une conscience calculatrice. Mais en même temps, est-ce que j'ai le choix? Dans le sens que quelqu'un qui décide de se lancer dans le vide, ben ça se peut qu'il tombe de haut puis il n'y ait pas de filet de sécurité ou rien pour le retenir. Donc c'est sûr que dans mon cas, en fait, au fil des ans, j'ai vendu avec lui des conférences. Et puis dans les dernières années, ben, j'ai demandé des contributions financières avec mes activités de diffusion web. Mais ce que j'ai observé en réalité, c'est que le public n'est pas vraiment au rendez-vous. Puis c'est correct aussi, chaque chose en son temps. Donc quand je regarde le nombre de visionnements par rapport à mes vidéos, on s'entend, là, je ne suis pas dans les centaines de milliers ou le million de vues. Là. Donc mon nombre de vues est très restreint, mais c'est correct aussi, je n'ai pas à vivre ça. Et le deuil que j'ai à vivre, c'est présentement... parce qu'il y a quelques années, je discutais avec Marc Delassalle, puis lui il entrevoyait que ses conférences, à un moment donné, ça va lever parce qu'il était venu sur la Terre pour faire ça. C'était comme sa fonction principale, son mandat. Donc, à quelque part, c'était inévitable qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Mais la grande affaire, c'est que moi, je l'ai connu pendant 9 ans, jusqu'au moment de son décès. Puis non, il n'y a jamais eu un auditoire qui a augmenté. Il n'y a eu pas eu de mouvement significatif du public en son sens. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf. Puis c'est pas parce qu'on aime communiquer puis on a des capacités ou même du talent que ça veut dire nécessairement qu'on va être supporté par la foule ou les plans pour ça. Et puis moi, dans cette histoire-là, à un moment donné, bon, je vendais des enregistrements avec lui et on voyait que le nombre d'enregistrements mis en vente n'augmentait pas au fil des ans. Donc finalement, j'ai arrêté de vendre des enregistrements. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai demandé des contributions financières. Bon, c'est toujours possible pour les gens qui s'intéressent de le faire, qui bénéficient des enregistrements que je fais, mais ce que j'ai réalisé, c'est que depuis plusieurs années, c'est que probablement que ça ne me permettra jamais de vivre décemment à partir de ça. Donc, j'ai à faire le deuil de ce rêve-là, de vivre de ma parole, un peu comme un chanteur. Donc, on a des musiciens... Mais il faut dire que dans les faits, c'est très rare. Là. Il y a des gens qui ont fait carrière dans le domaine de la musique. Si on pense par exemple ici au Québec à Céline Dion, qui est devenue multimillionnaire là, avec ça, mais des gens comme Céline Dion qui vivent de leur voix.
de l'aurore, ça ne court pas les rues. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Mais tout ça pour dire que j'ai vu le mouvement de Marc. Moi, de mon côté, je fais des enregistrements, mais c'est pas... comment dire, je mets pas tous mes espoirs là-dessus. En fait, aujourd'hui, j'en mets de moins en moins. Puis en parallèle avec ça, j'ai une vie avec ma compagne, ma femme, puis je travaille aussi. Donc, moi, j'ai eu comme perspective de continuer à avoir un emploi. C'est pas un emploi qui me permet d'être multimillionnaire, là, vous l'aurez sans doute compris, là. Mais un emploi qui me permet d'avoir un revenu de base à chaque mois parce que, en réalité, les activités en lien avec la diffusion de la conscience, quand même qu'on passe à travers des crises, là, une par-dessus l'autre, là, il y a eu la crise en lien avec un virus dans les années 2020. Là, ensuite, il y a la crise associée à l'inflation. Ensuite, il y a la crise associée à la menace des changements climatiques, la crise associée par la suite à la guerre en Ukraine, il y a la crise de ci, la crise de ça, la possibilité d'une bulle immobilière qui va s'effondrer dans les prochains mois liée à l'augmentation du taux directeur là, par rapport au taux d'intérêt au Canada ou dans différents pays qui se fait quand même assez rapidement. Peu importe les crises, il n'y a pas nécessairement en proportion de changement de l'être humain au second niveau. Il y a un changement de l'être humain sur le plan économique, dans le sens que ça coûte plus cher au restaurant parce que la nourriture a augmenté beaucoup dans les derniers mois. Il y a des gens qui vont arrêter d'aller au restaurant. Mais ça ne mènera pas nécessairement la personne en colère mentale. Des fois, il y a des situations qui me surprennent, comme par exemple, j'ai fait un enregistrement récemment où j'ai fait allusion. En fait, j'ai plus fait qu'allusion. J'en ai parlé en détail, là, que suite à un problème de santé dans ma vie important, j'avais l'urètre qui était en train, qui était pas mal bouché, là, tu sais, que j'ai de la difficulté à uriner suite à un problème de peau, où ce que la peau, dans le fond, avait tendance à se fusionner entre elles pour boucher progressivement mon urètre au bout. Il a fallu que je sois opéré. Mais par rapport à cette situation-là, ça ne m'a pas mis dans une colère mentale parce que c'est pas en relation avec la désinformation des plans, ça a été moi qui ai manqué de vigilance, dans le sens que je voyais progressivement ma situation se dégrader. Puis là, à un moment donné, quand que ça devenait plus douloureux pour uriner, puis de plus en plus intenable, là, j'ai consulté. J'ai rencontré un médecin, puis j'ai eu le privilège d'être opéré. Puis là, dans le fond, suite à l'opération, là, ça fait un peu plus de 2 semaines, là, j'ai essentiellement récupéré la peau qui a été enlevée pour déboucher l'urètre, pour me permettre d'uriner normalement, que l'urine s'écoule naturellement là, du canal urinaire. Ça se fait. Là, présentement, je peux uriner naturellement. La peau est essentiellement cicatrisée. Mais ça ne m'a pas amené un changement au second niveau parce que quand j'ai vécu l'événement, j'ai réalisé, il a fallu que j'y voie plus tôt et il y avait une forme de négligence de ma part en tant qu'égo, de manque de vigilance, un peu trop de passivité. Donc ça m'a permis d'étudier une faille de mon égo. Mais c'est bien parce que dans la situation, j'ai pu la régler puis j'ai rencontré un médecin qui m'a opéré rapidement pour neutraliser le problème. Mais par rapport au phénomène du deuil, toute personne, en tant qu'égo, qui a des désirs et qui voit que certains de ses désirs ne soient pas concrétisés ou concrétisables, doit faire des deuils. Si l'ego n'avait pas de désir, à ce moment-là, il n'aurait pas de deuil à vivre par rapport à des désirs qui ne sont pas comblés. Les deuils, il y en a à différentes échelles. Moi, ce que j'ai accepté, puis finalement, avec le temps, il y a des changements de perception. Donc, je fais des enregistrements dans ma vie, mais avec le temps, je réalise que c'est, j'étais fasciné par les enregistrements. Je leur donnais plus d'importance qu'ils pouvaient en avoir. Donner une plus grande portée qu'ils en ont réellement. La portée d'un enregistrement, avec le temps, comme Marc, là, il faisait plusieurs enregistrements là, qui s'adressaient à des gens qui se conscientisent. Mais s'il faisait des ventes puis il en vendait 3-4, on s'entend que
il ne rejoint pas des millions de personnes ou des milliards de personnes. Donc, ça demeure un phénomène marginal ou limité. Et puis, les enregistrements, bien, dans le fond, par rapport à ça, je suis de plus en plus détaché. Puis avec le temps, ben, je réalise que finalement, ma priorité, naturellement, ben, c'est être capable de fonctionner dans le quotidien. La dimension, entre autres, financière. Ce qui fait qu'en dehors des enregistrements, je travaille. Et puis, aussi, aujourd'hui, en ce mois de septembre 2023, comment dire, il y a des sujets qui me plaisent moins d'aborder, pas nécessairement en lien avec un goût subjectif, mais c'est en relation avec un esprit pragmatique qui est grandissant chez moi. Puis c'est sûr que j'ai vécu des confrontations dans le passé, puis l'intégration, je l'ai fait plus présentement. Donc, dans le passé, discuter avec des gens et parler de vouloir parler de conscience, vous voyez ça comme une perte de temps. Puis les gens, surtout en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Québec, des gens qui sont plutôt pragmatiques. Tandis que les conversations théoriques ou les écrits à caractère théorique, c'est souvent plus associé à l'Europe, tandis que le pragmatisme aux États-Unis, donc comme façon d'appréhender la vie, d'appréhender le monde. Et c'est sûr qu'un Nord-Américain, ben, il va dire, OK, comment est-ce que ça me rapporte de m'intéresser à la conscience? Est-ce que ça me permet d'avoir plus d'argent? Et c'est sûr que cette conscience-là pragmatique m'a récupéré dans le sens que je peux faire des centaines d'enregistrements, je peux entrer en état de transe, je peux parler sans réfléchir. Sauf que le point, c'est que si pendant que je fais tout ça, j'ai un problème de santé important qui ne se règle pas par magie, c'est-à-dire, dans mon cas, j'avais eu une obstruction partielle de l'urètre, ce qui faisait qu'avec le temps, ben, mon jet d'urine diminuait, puis à un moment donné, ben, il ne faut pas que ça bouche, parce que sans ça, ça peut endommager mes organes internes comme la vessie, les reins, et ainsi de suite. Donc, j'ai été dans une situation périlleuse dans les dernières semaines, et l'esprit aussi, comment dire, l'esprit peut donner un éclairage sur sa vie, mais c'est ultimement l'ego qui doit agir pour s'occuper de sa santé, de ses finances, de son relationnel. Donc, puis je regarde les choses avec un certain recul. Donc, présentement, je suis très... mon deuil est de plus en plus fait qu'à quelque part, parler de conscience en cette année 2023, puis je vois pas de changement de situation à court terme, là. Quand même que l'être humain rentre dans des crises qui vont s'accélérer au fil des prochaines décennies en relation avec les méandres de la mondialisation, en lien avec des pénuries, là, que ce soit là, par rapport à de la nourriture, en lien avec l'augmentation de la population, du processus de décarbonisation qui va mettre de la pression sur l'industrie agricole parce qu'on va dire, bon, on va réduire... par exemple, la production de viande pour diminuer la production de gaz à effet de serre, tout ça. Non, je ne vois pas nécessairement de changement au second niveau dans les prochaines années, les prochains mois. À un moment donné, j'avais discuté avec des jeunes dans la vingtaine. Puis là, je leur expliquais que le processus que parle Bernard de Montréal dans ses enregistrements du passage de la 5e à la 6e race qui va prendre 2500 ans. Puis l'autre, il dit non, on évolue, ça va prendre 30 ans. Ça ne prendra pas aussi de temps que ça. Là. Les choses s'accélèrent. Sur le plan technique, on s'entend, les choses s'accélèrent dans le sens qu'on a accès de plus en plus à des technologies rapidement. Si on prend par exemple la loi de Moore dans le domaine de l'informatique, où il y a une augmentation grandissante, par exemple, de la quantité de stockage de données sur les ordinateurs, sur les clés USB, port USB qui augmente. Donc, quelqu'un qui a un port USB de 60, une clé USB, pardon, de 64 GB, à un moment donné, c'est 128 GB, puis ça augmente comme ça d'une manière grandissante, mais c'est pas parce qu'il y a une accélération technologique et technique que proportionnellement, la conscience de l'être humain va évoluer en parallèle. Bon, peut-être que dans 30 ans, quand ma fille sera un peu plus grande, il y aura eu des changements majeurs sur la Terre qui vont faire que les gens vont être un peu plus réceptifs à parler de conscience. Mais à quelque part, je dois être détaché par rapport à ça pour pas avoir à vivre d'attente et de deuil lié à des déceptions.
Donc, si la personne ne s'attend à rien, elle n'a pas à vivre de deuil lié à des déceptions par rapport à des attentes. Donc, quelqu'un qui regarde, par exemple, des prophéties et ne leur donne pas de valeur, bon, ben, il n'y a pas de deuil si elle ne se réalise pas. Donc, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas une souffrance qui va amener un détachement pour s'en libérer. Mais en même temps, est-ce que c'est humain de vivre sans attachement? La réponse est non, dans le sens que un être humain, ce qui va lui permettre d'être en santé, entre autres, c'est le relationnel qui est sain. Et habituellement, le relationnel qui est sain, c'est qu'il y a des attachements familiaux. Ben, si les liens sont sains, là, naturellement, alors, ou d'autres individus substituent significatif pour lui. Parce que l'individu, pour se sentir vivant, il doit être en contact avec d'autres personnes pour être dans une dynamique de l'échange. Certes, l'individu peut être en contact intrapsychique avec l'esprit ou des réalités occultes, mais c'est pas suffisant. Puis en même temps aussi, s'il est juste, par exemple, prenons par exemple des gens qui font des voyages hors corps, leur conscience est au-delà du corps physique pour se déplacer dans d'autres réalités. Bon, mais si la personne est sur d'autres mondes parallèles, à ce moment-là, ça devient comme insatisfaisant d'être avec un corps physique sur le plan physique parce que la personne n'est pas là ou elle ne s'habite pas. Donc, ça devient comme illogique. La personne est tout le temps ailleurs. Il y a quelque chose que c'est comme la personne n'est pas au bon endroit la plupart du temps. Mais non, si la personne existe sur le plan physique, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Et la personne doit le réaliser, puis elle doit éviter de fuir dans des sorties hors corps à répétition advenant le cas. Mais ouais, l'incident par rapport à Marc de la Salle, parce que ça fait 3 ans qu'il est décédé, puis des fois je me remets à penser à lui. Le deuil par rapport à lui, à quelque part, dans ma vie, ben, c'est sûr qu'il est plus pénible parce que ça a été un deuil subit, là, comme je le disais tantôt. Du jour au lendemain, j'apprends qu'il est dans le fond, suite à un accident là, de vélo, à quelque part, il est mort. Là, c'est pas quelque chose de progressif, comme par exemple quelqu'un qui a une maladie dégénérative et ça s'échelonne sur plusieurs mois. Mais chaque deuil est unique. Et tout est reçu sur la forme du récipient, comme dit un célèbre adage philosophique. Et quelqu'un peut vivre un deuil par rapport à la même personne, puis ça ne fait rien. Il y a des gens qui ne connaissent pas Marc Lassalle, donc qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, ça ne change rien dans leur vie. Donc, ils peuvent vivre une forme de détachement. C'est tout à fait normal. À tous les jours sur Terre, il y a des gens qui meurent qu'on ne connaît pas, puis ça ne nous fait rien parce que précisément, on ne les connaît pas. Puis tous les jours, il y a des gens qui vont naître aussi. Donc, ça fait partie de la dimension cyclique de l'existence. Ne pas accepter le deuil, ça revient à ne pas accepter une dimension du cycle de la vie. Donc, et la nature, c'est cyclique, c'est dynamique. Et toute forme de stagnation, ça correspond à une volonté qui est anti-vie, parce que ça va à l'encontre de la circulation de l'énergie, qui permet l'expression créative de l'esprit. Et l'être humain, dans sa forme réalisée en tant qu'être nouveau, est un vecteur d'énergie créative qui s'articule sur le plan physique, qui est une courroie de transmission de l'intelligence cosmique qui va être de nature dynamique sur le plan physique. Et vous voyez, ça rime en plus. Mais tout ça pour dire l'histoire du deuil et de la transformation, c'est que l'être humain, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va être confronté à des deuils dans sa vie qui vont le transformer. En réalité, tout l'enregistrement pourrait se résumer à ceci. Puis qu'est-ce qui fait que, dans le fond, la transformation s'opère à une vitesse variable d'un individu à l'autre? C'est la résistance de l'ego. Puis il y a des choses qui peuvent vous occasionner des deuils, puis c'est pas le cas pour d'autres personnes. Puis des fois, vous pouvez penser que vous allez vivre un deuil important par rapport à quelque chose. Moi, j'ai une auto que j'ai perdue il y a quelques années, et après avoir glissé sur de la glace, alors que j'étais sur l'autoroute, qui a été une perte totale. L'auto valait plusieurs milliers de dollars, mais comme deuil, ça n'a pas été un deuil significatif. Mais je vous dirais récemment, le deuil que j'ai vécu suite à l'opération pour déboucher l'urètre,
à cause que j'ai un lichen scléreux atrophique. C'est pas une maladie sexuelle en passant, là. C'est pas une bactérie, ni même un virus, ni même une infection urinaire. C'est une réaction immunitaire de mon corps qui a un impact sur la peau. Qui va l'impacter. Bien, suite à ça, le médecin m'a opéré. Bon, quelques jours après, la peau cicatrise, ça se refait, ça se referme. Je suis heureux, j'ai pas eu d'infection ni de complications. Par contre, en contrepartie, ce que le médecin m'a dit, c'est ça qui m'a créé un choc, c'est que je vais être pris pour le reste de ma vie sur le plan physique à m'enfoncer une tige de plastique dans le pénis. Pour m'assurer que l'urètre ne se referme pas de nouveau, parce que quand ça se produit une fois, c'est susceptible de se reproduire par la suite. Donc, ça me garde dans un état de vigilance. C'est sûr qu'il y a des bénéfices par rapport à ça, dans le sens que ça m'amène à être enraciné sur le plan physique. Présentement, je suis obligé de m'enfoncer cette tige-là 2 fois par jour. Fait que ça me garde enraciné dans la matière. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a un problème de santé chronique. Prenons par exemple quelqu'un qui est atteint de diabète, puis tous les jours, il faut que la personne prenne son taux de glycémie. Ben, il est obligé d'être en contact avec la réalité physique. Il y a une dimension que ça force un contact conscient avec le corps, une vigilance plus à dimension physique. Donc, ça amène la personne à pas flyer dans la pensée, dans la réflexion continuellement ou à être très molle dans le nouvel âge. Ça amène une certaine fermeté, une certaine discipline de vie aussi, un peu comme à se brosser les dents, donc dans mon cas. Et ça amène ça, mais c'est un deuil que j'ai eu à vivre, là, je l'ai intégré. C'est un deuil plus important pour moi que d'avoir perdu le taux qui vaut plusieurs milliers de dollars, là. Vous voyez, ça varie d'une personne à l'autre, la mesure du deuil. Donc, tout ça pour dire, puis là, je vais compléter l'enregistrement, là. C'est que les deuils sont propres à chaque personne, puis je pourrais faire encore pendant plusieurs minutes là, la description de certains deuils que j'ai faits, mais l'essentiel du propos, c'est de dire que, dans le fond, chaque deuil est unique, est en fonction de la subjectivité de chacun, puis chaque ego réagit différemment à une situation. Donc, là-dessus, ben, je vais vous laisser. Et pour tous les gens qui ont à vivre ou qui vivent des deuils au moment qu'ils écoutent cet enregistrement, ben, c'est sûr que, dans le fond, je vous salue en particulier, sachant que les deuils font partie de la vie, sont inévitables. C'est une forme de fatalité, dans le sens que quand la personne est jeune, prenons par exemple un enfant, l'enfant, au début, il rentre, puis après, il apprend à marcher. Donc, c'est encourageant, c'est dynamique. Et à un moment donné, ben, un peu plus tard, ben, la personne en vieillissant, des fois, elle va se déplacer avec une canne parce qu'elle est moins solide sur ses jambes. Puis à un moment donné, avec une marchette. Puis un peu plus tard, ben, elle peut se ramasser en chaise roulante. Donc, il y a des deuils progressifs. Donc, au début, la personne fait des gains de capacité physique. Puis à un moment donné, elle peut faire des pertes. Puis elle peut faire des pertes de capacité cognitive aussi. Tout fluctue. Et le deuil nous amène inévitablement à venir de plus en plus au point qu'il faut accepter la fluctuation de notre existence, de notre condition de vie. Donc, sur ces considérations, là, c'est vrai, là, je vais vous laisser dans les prochaines minutes. Puis ma perspective par rapport aux enregistrements a changé au fil du temps. Donc, à un moment donné, je me mettais de la pression parce que je voulais faire des enregistrements intéressants, etc. Je me créais du stress. Puis avec le temps, ben là, je suis plus détaché. Puis ça se peut aussi que j'espace plus les moments entre les enregistrements que je fais. Je verrai. Mais je suis plus détaché. Je vois pas ça comme une source de revenus essentielle, potentielle. Bon, s'il y a des gens qui m'envoient des contributions financières, je suis bien content, mais je travaille, puis je continue à travailler. À la différence de Marc Delassalle qui avait arrêté son travail, puis après ça, il s'est ramassé, confronté au fait que ses activités de diffusion ne lui permettaient pas de vivre décemment. Ben, moi, j'ai toujours continué à travailler. Puis c'est ça, d'accepter que quelque part, faut pas se fier aux forces, faut pas se fier aussi aux êtres humains, dans le sens que les êtres humains peuvent mentir, peuvent nous manipuler. Puis on peut vivre la déception si on suit des êtres humains. Si on suit, par exemple, au réseau de la santé, si je prends ma situation personnelle, bon, ben, si je me fie au réseau public pour avoir des soins de santé,
lié à la problématique que j'avais. Bon, ben, j'ai été au privé, puis j'ai passé tout de suite, mais mon nom est toujours sur la liste d'attente, puis ça fait plusieurs jours, puis j'ai pas été recontacté par un urologue dans le réseau public. Donc, la morale de l'histoire, ben, c'est idéalement, c'est avoir une marge de manœuvre financière pour être capable de faire face aux imprévus. Donc, si la personne a un problème de santé puis elle veut que ça se règle rapidement, qu'elle ait la capacité d'aller dans le privé. Et pour ça, ben, il faut avoir de l'argent. La personne qui croit que tout va s'arranger par miracle en priant les anges, ben, il y a des limites par rapport à ça, que des réalités occultes qui peuvent interférer en lien avec l'état de santé. Sauf que le point où ce que j'en suis, c'est que l'être humain doit se fier sur lui-même. Donc, il ne doit pas remettre son salut par rapport à aucune force humaine ou extraterrestre ou autre au-dessus de lui. Et c'est sur ces considérations qui visent toujours, à travers mon propos, j'observe au fil du temps, j'ai toujours une démarche qui vise l'autonomisation des individus, que les personnes soient plus autonomes. Et que moi-même, je sois plus autonome. Je prenne ma santé en main de plus en plus. Même chose pour les finances et les différents aspects de la vie. Bon, ben, en terminant cet enregistrement, je vais vous laisser sur une note un peu plus joyeuse. Vous allez pouvoir m'entendre rire avec ma compagne, puis également ma fille qui a un fou rire. Ça dure quelques secondes. Et c'est les moments de vie que je connais là, qui m'apportent beaucoup. Donc, à mon avis, l'une des plus belles choses qu'on peut savourer, c'est le sourire, le fou rire, entre autres, sincère d'un enfant. Sa spontanéité, sa joie de vivre. Donc, c'est ce qui permet présentement de me ressourcer, de me recharger en dépit des contrariétés existentielles auxquelles je suis confronté et les limites que j'ai pu réaliser récemment là, par rapport au réseau de la santé publique de mon expérience. Donc, sur ces considérations, voici le segment d'enregistrement avec le fou rire qui, à chaque fois que je l'écoute, je le réécoute, ou je vis des fous rires avec ma fille et ma compagne, bon, ben, ça me permet de me détendre. Ça me change les idées.